Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Mathieu Gallet. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis avec Mathieu Gallet que vous connaissez parce que si vous lisez Capture Mag depuis maintenant 8 ans, bon c'est vrai qu'on n'écrit plus trop en ce moment, mais ouais, plutôt voilà. sur ce sujet-là, plus trop. Mais il a beaucoup écrit sur le jeu vidéo notamment, il a beaucoup écrit sur des séries B, les films en DTV. Donc je suis avec Mathieu Gallet et c'est toi qui as choisi le film d'aujourd'hui. Exactement. Moi j'avais même pas entendu parler du truc, bah, tu vois, malgré le gros bourrin que je suis, tu vois. Avengement, voilà. Un film, alors j'ai envie de dire un film de Jesse V. Johnson. Jesse V. Johnson, ouais. Mais moi j'ai envie de dire un film de Scott Adkins. Oui, puisque la star du film, c'est plus sa star que son réalisateur. D'ailleurs, merci Stéphane de me donner l'opportunité d'en parler. De parler de Scott Adkins, voilà, de ton kink pour Scott Adkins. Voilà, j'aime beaucoup Scott Adkins, j'ai une grosse affection pour Scott Adkins. Déjà peut-être présenter Scott Adkins, parce que le truc c'est que quand on fait un épisode de Stéroïdes, on n'a pas besoin de présenter Stallone pour les gens qui nous écoutent. Normalement je pense qu'on n'a pas besoin de présenter non plus trop Scott Adkins, les gens qui s'intéressent au cinéma d'action connaissent un peu, mais c'est bien en fait de donner, c'est des films beaucoup moins connus. Oui. C'est bien de donner quelques titres, quelques genres. C'est voilà. du direct ou vidéo. C'est du direct ou Netflix. Netflix maintenant effectivement qui remplace les services de streaming et tout. Donc alors qui est Scott Adkins? Scott Adkins est un acteur anglais qui se met aux arts martiaux à peu près à l'adolescence, vers 13-14 ans, et qui du coup devient un praticien aguerri d'arts martiaux. Alors il a été formé notamment au taekwondo, au kickboxing, mais il a fait aussi différentes disciplines comme le karaté, le wushu, le muay thai, le ninjutsu, etc., etc. Et il devient prof, entre autres, et il finit par se faire repérer par le cinéma hongkongais. Et il commence sa carrière à l'orée des années 2000 en faisant le troisième figurant à gauche qui va se faire tabasser par la star du film. Dans des trucs, notamment il a fait des trucs avec Jackie Chan, alors pas forcément les plus glorieux, puisqu'il s'est retrouvé dans des trucs comme The Accidental Spy ou le Médaillon, où il avait fait Black Mask 2 aussi de Choi Ark. Voilà, il commence là-dedans, donc en tant que cascadeur qui se fait rosser par le héros. C'est passé aussi vers les films occidentaux, quoi. Voilà, alors après il a fait des séries télé aussi en Angleterre. Il s'est retrouvé dans des trucs comme EastEnders, des choses comme ça. Et puis son big break, quoi, la révélation, c'est quand il se retrouve à la fin des années 2000 à jouer le méchant dans la suite DTV du Undisputed de Walter Hill. Où donc le rôle tenu par Ving Rhames, je crois, dans l'original, a été repris par Michael J. White, autre grande star du TV d'action. Et lui, Scott Adkins, déjà un peu plus connu parce oui, qu'on un peu plus connu. Voilà, on l'a dit, il avait fait Spawn aussi. Spawn, et puis c'est le méchant de Universal Soldier 2. Ouais, tout à fait. Et donc Adkins s'est engagé pour jouer le méchant Yuri Boyka, qui est donc un prisonnier russe et kickboxer aguerri. Et alors le film se fait une petite réputation pour ses scènes de fight assez bien foutues. Et effectivement, Adkins est très remarqué on remarque un mec qui est très très athlétique, un kicker assez aguerri et tout. Et c'est le début de sa relation avec donc le réalisateur Isaac Florentine, avec qui il va faire ensuite donc plusieurs films en DTV qui vont être assez remarqués, notamment Ninja 1 et 2. Et à partir de là, donc à partir de ce film-là, il démarre une vraie carrière donc d'acteur qui va alterner donc régulièrement entre des films en DTV où il est la vedette incontestable. Et notamment, il va faire plusieurs suites, 2 suites à Undisputed, où c'est lui qui devient le personnage principal, donc notamment le troisième Undisputed 3 Rédemption, où là, il prend le personnage principal, il y en aura un quatrième ensuite. Et puis ensuite, et en parallèle de ça, il se retrouve à jouer les seconds rôles dans des grosses prods hollywoodiennes, alors soit à être utilisé comme gros bras dans Bourne Ultimatum, dans Expendables 2, puisqu'il fait le méchant second, le second de Van Damme, du méchant joué par Van Damme, et il a un fight final avec Jason Statham. Il est dans Doctor Strange aussi et tout ça. Et c'est pas un rôle très intéressant pour lui d'ailleurs. Et puis Wolverine aussi, puisque c'était lui qui faisait l'espèce de Deadpool mutant à la fin, qui parle pas. Oui, c'est vrai. C'était lui qui jouait ça. Et des fois des petits rôles où il fait où il met pas de kick, mais par exemple il est dans Zero Dark Sortie.
Ah oui. puisque c'est lui, il est dans la scène de l'attentat sur la base. C'est lui qui est, il fait un des soldats qui épaule le personnage. Après, le truc, c'est qu'il a une très grosse répute de kicker. En fait, Oui. même les gens qui du métier, en fait, on dit voilà, c'est un vrai combattant. Oui, il sait se taper. C'est un vrai artiste martial, quoi, multidiscipline. Et c'est aussi pour ça qu'effectivement, il s'est fait cette réputation en DTV, et je pense qu'aussi ce qui a joué sur sa réputation, c'est que il a commencé sa carrière d'acteur de DTV à un moment où les films d'action hollywoodiens étaient encore en plein dans cette mode post-Bourne du shaky cam, du montage un peu syncopé, épileptique et tout ça, où on comprenait rien. Et il y avait chez les fans d'action, je pense, une vraie frustration à ne pas avoir des fights, notamment pour les mano à mano, où on comprenait à peu près ce qui se passait. Et c'est vrai qu'effectivement, moi je pense à des trucs comme la baston en main nue dans le deuxième Bourne, qui est une espèce de bouillie absolument incompréhensible. Et même dans le premier. Hein. Oui, non, mais oui. Voilà, moi, je me rappelle de la baston avec Nicky Node. Voilà. C'était pas terrible. Hein. C'était pas très bien filmé. Pourtant, c'était pas Greengrass. Oui, c'était Doug Liman à l'époque. Mais... Et donc, effectivement, quand Undisputed 2 est arrivé, on a vu... tout d'un coup, les mecs se refaisaient à faire des plans longs, à souligner l'impact par le montage, à vraiment vouloir montrer les coups et les chorégraphies. Et ce type-là était athlétique, faisait des coups de pied tournants à 540 degrés. Donc voilà. Et donc il a mené, il mène sa barque avec avec cette alternance, avec 2-3 DTV par an et tout. Et alors je pense qu'effectivement c'est un mec qui probablement mériterait d'avoir peut-être un vrai film de cinéma qu'il mettrait en valeur, parce que effectivement dans l'univers du DTV, certes il est une star incontestée, mais bon, il végète un peu, quoi. C'est-à-dire que les films ont tendance à être un peu similaires. Voilà, c'est une star incontestée. J'ai envie de dire aussi, c'est quelqu'un qui vend. Oui. À ce niveau-là, sur son nom, sur un certain budget et un certain oui, la question, est-ce qu'il pourrait faire ça sur un truc à plus gros budget sorti en salle? Oui, c'est une question qui reste à prouver. Je pense que c'est même plus en fait à l'ordre du jour de oui, faire ce c'est parce genre qu'effectivement de film. il est sur ce genre, il est sur une échelle, une logique de production et puis, qui n'est plus celle de l'industrie hollywoodienne. Alors effectivement, si ce genre de film se faisait aussi, je pense aujourd'hui pour sortir en salle, ça ils iraient chercher les vieux. Ils iraient chercher les Van Damme, les mecs comme ça pour les foutre. C'est pour ça d'ailleurs que Expendables a fonctionné quelque part. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu les mets tous ensemble et voilà quoi. Mais là, le truc avec le film d'aujourd'hui, c'est que c'est un film un petit peu différent. C'est-à-dire que bon, là, tu as cité quelques titres, Undisputed, tout ça. Il y a aussi des trucs de ninja. Hein, donc, Ninja 1 et 2, aussi fait avec Isaac Florentine. Voilà, qui sont quand même des trucs un peu plus qui renvoient plus à la canon. Oui, là, on est vraiment ça. Même si c'est pas fait comme ça, hein, c'est un peu plus solide, mais ça reste, en fait, ça renvoie dans l'esprit des gens. Oui, c'est de la série B d'action, quoi. Voilà, un certain cinéma. Scénario prétexte, où en gros, l'idée, c'est plus de te balancer une scène d'action toutes les 10 minutes. Voilà. Je fais la distinction parce qu'Avengement, la façon dont le film est vendu, en tout cas, moi, tu m'en as parlé, je suis allé du coup vérifier ce que c'était, et puis parce que je ne savais pas ce que c'était, et je suis allé vérifier, et du coup, je suis allé voir le film sur Netflix. Hein, il est disponible sur Netflix. Il est sur Netflix, voilà. Et pour le coup, normalement, quand on diffusera, il sera encore sur Netflix. Oui, je crois ils sont diffuseurs du film chez nous, donc il n'y a a priori pas de. Et ça se voudrait un peu plus. Alors, en tout cas, la façon dont c'est vendu, même s'il y a beaucoup de bastons, comme un drama. Moi, j'aimerais bien que tu pitches le film. Alors, je pitch le film avec plaisir. Donc, dans celui-ci, Scott Adkins interprète donc le rôle de Kane Burgess, qui est donc un petit boxeur anglais de la l'East End londonien, quoi, qui essaye veut monter sa propre salle de gym, et pour cela va faire appel à son frère, qui est un gangster, un prêteur sur gage, en fait, un usurier. Et il est un peu en situation de disgrâce parce qu'il était censé perdre un match qu'il n'a pas perdu. Il a fait perdre beaucoup d'argent à son frère et à ses associés. Son frère accepte de lui prêter cet argent. Parce qu'il s'est pas couché, en fait. Voilà, il s'est pas couché, c'est ça. Il a voulu faire réaliste, et il a étalé son adversaire, en fait, au lieu de se coucher. Et donc son frère accepte de faire une entorse à son règlement et de lui prêter de l'argent en échange d'un service rendu, qui doit aller braquer une dame qui va aller récupérer un paquet auprès d'un des associés. Malheureusement, ça tourne mal. La dame en question ne veut pas lâcher l'affaire, le poursuit, se fait percuter par une bagnole. Lui est arrêté par la police. Il est envoyé en tôle parce qu'il refuse de collaborer avec la police pour faire plonger son frère.
Et à peine arrivé en tôle, il devient immédiatement la cible de tout ce que la prison compte de détenus et de psychopathes et de grosses brutes, hein, puisqu'il se fait envoyer dans une des pires prisons, même s'il n'a pas de casier judiciaire, il se fait envoyer dans une des pires prisons d'Angleterre, dans un quartier de haute sécurité. Et donc il se retrouve à devoir se battre quasiment tous les jours pour survivre. Et en fait, ça, on le découvre en flashback, puisque le film est structuré en flashback, puisqu'en fait, ça commence par son évasion. Et il va dans un pub prendre en otage les différents les mecs du pub, les tenanciers du pub, enfin les clients du pub, qui sont tous partis de la bande de son frère, pour faire venir son frère et donc se venger, puisque il a dû devenir un espèce de psychopathe dénué d'humanité pour survivre à la prison. Alors, il y a deux trucs. Donc, en fait, ce qu'on disait, moi, quand je regarde la bande-annonce, les mecs, ils ont un fort accent anglais. Oui, on est clairement dans le truc de gangster de l'East End de londonien. Voilà, Et en gros, tu te dis, bon, ça pourrait tout aussi bien être un drame avec de la baston, hein, parce qu'il faut pas déconner, il faut le vendre aussi, c'est quand même les atouts de Scott Adkins, quoi. Mais ça pourrait tout aussi bien être un drame. Et d'ailleurs, le film commence sur Scott Adkins qui se rend à la morgue, en fait, enfin pas à la morgue mais à l'hôpital à la base pour voir sa mère qui est malade d'un cancer, et il arrive trop tard. Il arrive trop tard, elle est morte. Voilà. Première scène du film, il est comment dire, devant le corps de sa mère. Tu sens qu'il est meurtri et tout. 2 secondes après, il tabasse les mecs. Il y a un cut au noir sur l'apparition du titre et on entend des bruits de baston et on le voit qui sort de l'ascenseur après avoir étalé les deux flics qui l'accompagnaient. Ce qui donne le ton, donc c'est un gros film de bourrin, c'est pas du tout un drame. Oui. Alors, ce qui est marrant, c'est que donc pour la structure du film, le réalisateur et co-scénariste du film, Jesse V. Johnson, dit s'être inspiré quand même du Harakiri de Masaki Kobayashi pour l'idée de ce personnage qui en fait va se rend dans un lieu en disant j'ai un but et va en fait révéler que son but est complètement différent. Voilà. Oui, mais après, évidemment, c'est une inspiration très légère. Hein. On va pas non plus on va pas prétendre que c'est la même chose. Et puis, je pense que ça fait bien de dire qu'on s'est inspiré de ça. Oui. Ça renvoie un peu à Sergio Leone qui s'est inspiré de comment dire. Qui s'inspirait de Kurosawa, en fait, si tu veux, pour une poignée de dollars, quoi, de garde du corps, Yojimbo, quoi. Donc le truc, en fait, c'est que on va pas se mentir, on n'est pas au niveau. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais on est au niveau de Léon, on n'est pas au niveau de Kurosawa, on n'est pas au niveau de Kobayashi non plus, quoi. Mais voilà, justement, le truc, c'est que ce réal, il a aussi un gros parcours derrière lui, qui n'est pas un parcours de réal. Il a fait pas mal de films, hein, en l'occurrence. Alors, il a Jesse V. Johnson, donc c'est un type qui est cascadeur à la base et qui a quand même bien roulé sa bosse dans le cinéma en tant que cascadeur, puisqu'il a bossé. Il a un CV quand même qui est assez impressionnant en tant que cascadeur, puisqu'il a bossé entre autres sur Mars Attacks. J'aime bien tes petites fiches. Ouais, j'ai mes fiches. Ouais. Je suis un fichiste. Donc, il a bossé sur Mars Attacks, Starship Troopers, Charlie's Angel, Terminator 3, Avatar, Tintin, plein de trucs comme ça. Et il était aussi également coordinateur des cascades sur la partie de tournage du Beowulf de Zemeckis. Pas celui de Lambert, hein, celui de Zemeckis. Et il réalise, il est passé réalisateur depuis. Il a fait un premier film en 99, mais après il était réalisateur que de façon très intermittente jusqu'en 2017, où là il devient réalisateur à plein temps. Et il enchaîne pas mal, puisqu'il a fait 8 films depuis 2017, dont plusieurs avec Scott Adkins, puisque Avengement est leur 6e collaboration. Ouais. Ils en ont encore fait un depuis. Tu vois, donc, ça vaut quoi les autres, vite fait hein. C'est moins bien. Ah, c'est moins bien que ça. J'aime moins bien. Non, il y en avait. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur la qualité du film, mais on va y revenir. Mais leur premier truc, c'était Savage Dog. Qui était une espèce de film de baston où il jouait un soldat qui fait des bastons illégales. Le film suivant, c'est un film de baston aussi. Oui, mais c'est beaucoup de films de baston. Mais ils ont fait des trucs un peu différents. Ils ont fait notamment une adaptation de comic book. D'accord. Parce que Accident Man, qui est l'adaptation d'un comic book signé Pat Mills, un des auteurs de 2080, pour ceux qui connaissent les comics anglais. Voilà, mais c'est vrai qu'on reste quand même dans un domaine qui permet surtout à Scott Adkins de mettre des kicks. Mais ils essayent des trucs un peu différents. Là, ça se voudrait ça se voit un peu différent, Avengement. Ça se voit un peu différent aussi. Mais ils avaient aussi essayé des trucs. Ils avaient fait un film qui s'appelait The Debt Collector, qui était aussi, même avec de la baston, un peu plus axé sur les personnages et le duo qui formait avec Louis Mandylor, où il jouait 2 récupérateurs de dettes, justement. Mais là, on est effectivement dans un truc où, même si le but, c'est quand même de balancer une scène où Atkins va mettre des poings dans la gueule, ou des pieds d'ailleurs, à intervalles assez réguliers, il y a une volonté de faire un truc un peu plus dramatique, alors qui marche dans les limites, pour moi, dans les limites de l'exercice, puisqu'on reste quand même sur un truc qui dure 1h30, moins d'1h30, donc on n'est pas dans l'exercice de construction dramatique particulièrement élaboré, mais ils essayent quand même de donner un petit arc au personnage, de jouer sur une forme d'ambiguïté morale,
de montrer la déshumanisation progressive du personnage via notamment la transformation physique, puisqu'en fait il arrive en tôle, il a la tête de Scott Adkins, quoi. Donc relativement. Pour moi, il sort de tôle, il a la tête de tout Scott Adkins. Hein. Oui, mais avec vaguement une cicatrice et des dents pourries. Il s'est fait napalmer la gueule, il s'est fait péter les dents, il s'est pris une cicatrice, voilà. Mais le truc, c'est qu'il y a deux choses en fait qui sont éventuellement intéressantes, je trouve, dans le film et qui, moi, je trouve, sont pas exploitées à fond. C'est que t'as d'un côté, t'as la structure en flashback où tu sens qu'ils ont essayé à l'écrit. De structurer quand même les révélations, sauf que les révélations sont pas hyper intéressantes en soi. Non, c'est vrai qu'on reste quand même dans un truc assez programmatique de la série B d'action, quoi. C'est-à-dire qu'ils auraient gagné. Moi, je pense qu'ils auraient quand même gagné à le raconter de manière plus linéaire, parce qu'en fait, c'est créer un espèce de suspense qui est pas vraiment intéressant, parce que à un moment donné, je pense que dramatiquement parlant, ça aurait mieux fonctionné si on avait la logique progressive des deux frères qui peuvent pas s'encadrer, puisque c'est ça le truc. C'est ça aussi, c'est aussi un drame fratricide. Ouais. Voilà, et le deuxième point. Je mets des gros guillemets. Voilà, oui. Sur les deux mots d'ailleurs. Parce que, oui. Mais t'as le deuxième point, en fait, qui pour le coup aurait pu être un peu plus rigolo, je trouve, dans le film, même si c'est assez bourrin. Hein, c'est le fait que le mec arrive en tôle et il essaye d'expliquer à tout le monde que, tous les taulards lui tombent sur la gueule et personne se pose la question de pourquoi. Alors que c'est quand même un truc où le mec qui se fait. Je spoil, c'est parce que son frère a mis une prime sur sa tête. Voilà, c'est ça. Mais le truc, c'est que justement, le truc qui aurait été intéressant, et là je parle vraiment en termes de dramaturgie, c'est en fait de créer des combats de plus en plus gros, de plus en plus machin. Sauf que très rapidement, le mec se fait éclater les dents, ce qui est déjà c'est la première baston. C'est la scène la plus dégueulasse du film, moi je trouve. Tu vois, c'est vraiment le truc. Le film vous montre ce que American History X ne vous a pas montré pour le coup. Ouais, mais bon, après, est-ce que c'était vraiment nécessaire? J'ai envie de dire, si tu veux, peut-être les gros bourrins qui nous écoutent diront que oui, mais moi je trouve ça vraiment. Voilà. Ouais, ça fait mal. Et ensuite, si tu veux, il se fait napalmer la gueule, etc. Mais disons qu'en fait, il n'y a pas une montée en puissance en fait sur les bastons, parce que tu sens que c'est des trucs. C'est là aussi où le film, je pense, il souffre de son budget. C'est-à-dire que c'est un budget quand même limité. Ouais, c'est un truc qui a été tourné en 17 jours, faut le préciser quand même. Et en gros, si tu veux, en gros, c'est baston sur baston sur baston, ça c'est clair, hein, c'est assez généreux là-dessus. Mais sans véritable, je trouve, et c'est je pense moi le gros problème du film, c'est-à-dire que série B ou pas, tu vois, je veux dire, moi j'ai pas de problème avec cette dénomination, série B ou pas, je pense que ça aurait mérité en fait de remettre un peu d'ordre là-dedans et de se dire ok, on a une première baston qui est là, et faire un truc plus linéaire et surtout plus monter en crescendo. Alors pour moi il y a un crescendo parce que la baston finale où on est un truc où là il va littéralement se fighter contre 10 mecs d'un coup et démolir tout le pub qui est le lieu unique où l'action se déroule, quoi. Voilà. C'est un film qui effectivement est très construit aussi en fonction de ses limitations de budget, puisque le choix du décor unique avec des petits trucs, c'est aussi bien sûr. Et puis ça aurait été chiant d'avoir 25 minutes de fin ou 30 minutes de fin dans le pub, ça aurait été chiant aussi. Mais bon, je pense que un scénar ça coûte rien, et en fait ils peuvent aussi réfléchir ça là-dessus. Ils tournent beaucoup, les gars, hein, oui, c'est des staccanoïstes, hein, voilà, donc ils tournent beaucoup, donc je pense que mais ils sont aussi dans une économie qui nécessite ça, quoi. Totalement, mais voilà. Et en fait, c'est un mec d'ailleurs assez intéressant là-dessus, Scott Adkins, parce que pour le coup, c'est un mec qui aime vraiment ce qu'il fait, je pense. Il est très. On n'en a pas parlé, mais il a un podcast. Vidéo même. Ouais, il a lancé, il a une chaîne YouTube où alors vous pouvez trouver. Alors il met de tout, hein, il met des bandes annonces de ses films, il met des vidéos où il parle de ses films, il met des tutoriaux de baston, il se vend. Mais là récemment, du fait de la pandémie, il a lancé une série qu'il a appelée The Art of Action, où il fait des interviews vidéo. Alors bon, c'est dans la forme, c'est un peu limité puisque c'est de la discussion par Zoom, par Skype, voilà. Mais il va chercher des noms emblématiques du cinéma d'action pour faire des interviews, des longues interviews. En moyenne, on est sur des formats entre 45 minutes et 1 heure, où ils vont revenir sur leur carrière, leur début, leur vision de l'action, comment ils ont tourné certains trucs et tout ça. Et il en est déjà à 16 épisodes, pour un truc qu'il a lancé il y a 3-4 mois, je crois. Et il y va aussi. Ouais, ils ont rien à faire, hein. De toute façon, tous les tournages sont interrompus, donc voilà. Et puis il a le carnet d'adresse. Il a beaucoup de gens. Il n'a pas forcément rencontré tous les gens avec qui il a interviewé, mais ils savent qui c'est. Et donc il a fait une liste non exhaustive. Il est allé interviewer Dolph Lundgren, Mark Dacascos, Cynthia Rothrock, et puis même des mecs un peu moins connus, mais qui ont fait aussi le cinéma d'action, comme Benny Urquidez, qui était l'adversaire de Jackie Chan dans deux bastons hyper marquantes dans Soif de justice et Dragons Forever. Il allait interviewer
Richard Norton, voilà, Tony Jaa, Marco Zaror, qui est une star du cinéma d'action chilienne, qui était son adversaire dans Undisputed 3. Donc voilà, c'est super intéressant. On peut conseiller ça si vous vous intéressez au cinéma d'action, puisque il faut parler anglais. Mais il faut parler anglais, voilà, parce que c'est une heure de conversation. C'est une heure de conversation en anglais, ouais. Mais voilà. Mais ouais, c'est très intéressant. Donc effectivement, c'est un mec qui veut, je pense aussi, faire la promotion du cinéma d'action et du cinéma d'action qu'on aime, quoi, et que lui aussi il aime, puisque je pense qu'il était fan de cinéma d'action. Souvent, il parle. Moi, j'ai regardé l'épisode avec Dolph Lundgren hier, et il parle du fait qu'il a vu. De fait d'avoir vu Rocky 4 en salle, quoi, d'avoir vu le film une centaine de fois, quoi. Parce que c'est un mec qui est plus jeune aussi, ça il faut le préciser. Oui, il a la quarantaine. Ouais, c'est ça, c'est un mec qui est un petit peu plus jeune que toutes ces vedettes. Qui du coup est encore un peu plus athlétique aussi, quoi. Voilà, qui le vend, quoi, qui l'interviewe, je veux dire. Ouais. Mais alors après, voilà. Donc le film se situe un petit peu différemment, Avengement, pour revenir dessus, quoi. Maintenant, c'est vrai que, bon, moi personnellement, et là je vais te laisser une petite porte de sortie, tu vois, je trouve ça un peu limité, quoi. Toi, ce qui te fait kiffer là-dedans, c'est quoi? C'est le côté. Déjà, il y a la générosité du truc, quoi, puisqu'effectivement, c'est un film qui te donne ce que tu viens chercher, quoi. C'est-à-dire que tu viens voir. Le film en plus, le film est assez vendu, je pense aussi sur le côté un peu plus bestial du personnage. Et si tu viens voir Scott Adkins qui va défoncer des gueules de manière assez virile, ça te donne ce que tu viens chercher, quoi, pour le coup, puisque les bastons travaillent quand même beaucoup l'impact. C'est-à-dire qu'ils essayent toujours de vraiment souligner l'impact du coup dans la gueule. C'est relativement sanglant. Ça y va quand même sur le. C'est même assez gore, par moment. Ouais. Déjà sur ce que subit le personnage en prison, quoi. Mais effectivement, tu vas avoir des éclatages de tête au shotgun, des cassages de bras. Mais celui-là, il est pas terrible. Enfin, ce passage-là, c'est un peu cheapos, quoi. C'est cheap, et puis surtout, je trouve que ça, c'est un des trucs. C'est-à-dire que oui, c'est gore, oui, c'est violent. Mais en fait, je trouve pas ça. Enfin, c'est-à-dire que comme le ton est un peu sombre et noir, mais pas forcément à cause de ça. Oui, on est sur un truc plus cartoonesque. Je pense qu'après, je trouve qu'effectivement, le film a sa petite. Réussi à avoir une petite spécificité avec notamment le fait de situer ça dans l'univers des gangsters londoniens. Alors ça pourrait tomber dans le Guy Ritchie, mais on est dans un truc un peu plus... Heureusement non. On évite le côté... Alors même s'il y a des petits moments un peu ironiques, notamment... Il y a un moment avec un montage où tu vois la façon dont il s'entraîne en prison pour survivre assez différent, et puis alterner avec des bastons et tout ça. Et il y a un moment où il se retrouve tout le temps à se retrouver devant le directeur de la prison, qui à chaque fois qu'il se retrouve dans une baston va lui rallonger sa peine de 1 an, le colle à l'isolement. Et ça commence... Mais ça, c'est pareil, c'est un peu étrange comme d'ailleurs, ils le réutilisent dans le générique de fin. Oui, ça, effectivement. C'est un truc où tu te dis, bon, ils avaient du rab. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Une scène post-générique, quoi. Voilà, mais une scène post-générique qui a rien à voir avec la choucroute, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment le film est terminé. C'est une scène rallongée, en fait. Voilà, c'est un moment où l'autre lui colle encore 1 an d'extension de peine, et il hausse les épaules en mode, vas-y, puisque c'est comme ça, quoi. Mais c'est pareil, ce perso qui a pas l'air du tout d'être attaché à la prime qui est lancée sur sa tête, tu vois. A l'air de pas du tout. Oui, c'est assez fonctionnel. C'est vraiment le côté. On va montrer qu'il en chie. Donc voilà, c'est vraiment pour un peu rajouter sur ce qui accable le personnage, ou en plus de se faire défoncer la gueule tous les jours en prison, il faut en plus se mettre à l'isolement. Rajouter. Ce qu'il joue dans le processus de justement, il profite d'être à l'isolement pour faire son entraînement et s'endurcir, quoi. Voilà. Et alors moi je trouve quand même qu'il y a une petite progression, effectivement, comme on avait parlé, et je trouve que la dernière baston dans le bar qui dure quand même bien entre 5 et 10 minutes est assez généreuse en termes de variété de chorégraphie, de mobilier éclaté. C'est le point où ils se sont un peu pris la tête. Ouais. Ils ont fait. Il disait, j'avais regardé un making-of et il disait que Atkins disait. Donc ils étaient sur un planning de tournage assez serré, et il a demandé à pouvoir avoir 2 jours de tournage pour vraiment bien chorégraphier et planifier la scène, quoi. Voilà. Et sur la spécificité anglaise dont je parlais, ça se retrouve donc avec le casting, où ils sont vraiment allés chercher des acteurs typiques. Alors on a Nick Moran qu'on a vu chez Guy Ritchie pour le coup. On a le jeune acteur Thomas Turgoose qui jouait le jeune skinhead de This Is England. Une tronche pas possible. Oui, qui est assez rigolo. Qui joue un espèce de petit frimeur et tout ça. Et donc c'est très satisfaisant quand il finit par se prendre un coup de boule. Oui. Il est rigolo. Puis bon, après, à la limite, c'est un des persos qui, je trouve, détonne un peu, parce que le problème, c'est qu'ils se ressemblent un peu tous. Alors surtout les gros bras, quand effectivement le frère joué par Craig Fairbrass se ramène avec son gros bras. Alors je pense que c'est pareil, c'est un nom, je pense que si tu connais pas trop, mais si t'es pas dans la série B absolument,
du monde, tu connais pas Non, il fait forcément le beaucoup mec. séries anglaises. Il en Ah a oui, fait plein. des trucs anglais. Ouais, Mais c'est beaucoup. un des hommes de main de John Lithgow dans Cliffhanger, Voilà. c'est celui qui se fait jeter d'une falaise par Michael Rooker après avoir voulu jouer au foot avec lui. Voilà. Ah, il y a penalty là. Voilà. Mauvais geste. Et donc, qui était déjà pas un très bon acteur à l'époque, on Non, va il dire, s'est pas dans beaucoup Cliffhanger. Mais il a une gueule qui fait peur. Donc, Oui, voilà, c'est sûr. Il est grand. Il est grand, et c'est ce qu'il disait d'ailleurs. Il disait il fallait un mec pour tenir tête à Atkins. Il fallait un mec qui quand même en impose un peu physiquement. Quoi. Ouais. Il était d'ailleurs, on le connaît aussi, les joueurs de jeux vidéo le connaissent parce qu'il fait beaucoup de voix pour les Call of Duty. C'est vrai. C'était lui, C'est Ghost, un des, Ghost c'est dans ça, c'est un des, Modern Warfare 2. un des doubleurs. Ouais. Alors si tu joues en anglais, c'est pareil parce que chez nous c'est doublé. Oui, c'est vrai. Et moi, il y a mon petit préféré. Et j'aime bien sa petite baston d'ailleurs. Alors, C'est voilà, Ross O'Hennessy, voilà, un acteur irlandais qu'on a vu se masquer dans Game of Thrones, qui joue effectivement un flic véreux dont on voit Scott Adkins va se venger de lui aussi à sa sortie de prison. Moi, j'aime bien voir se faire défoncer. Voilà, bah, c'est aussi une grosse baraque. Et il y a une baston, en plus la baston se passe dans un truc, une espèce de nightclub, boîte de nuit, avec un éclairage un peu violet. Esthétiquement, c'est assez sympatoche. Ouais, et puis il finit par se faire éclater la gueule à coups de marteau. Donc. Ouais, voilà, ça change un peu du reste du film. Quoi, voilà. Bon, bah très bien. Bah, je pense que les gens vont pouvoir se faire une idée. Bah voilà, vous pouvez aller le voir sur Netflix. Et puis bah, je vous encourage quand même à aller voir les autres trucs de Scott Adkins, puisque alors c'est pas ça toujours. se trouve pas forcément sur Netflix par contre. Il y en a quelques-uns sur Netflix. Ouais. Sinon après, non, il faut aller chercher du côté des autres trucs de C'est VOD. sorti, je crois que les Ninjas ils sont sortis en Blu-ray. Oui, la chez plupart nous, des trucs en sortent en DVD, voilà, ouais. vous avez quand même des DVD. Alors moi je recommande quand même, si vraiment vous avez que 2 films à voir, voyez les suites d'Undisputed quoi. Même le 2 donc où il est le méchant et le 3 où il a le rôle principal qui est vraiment une chouette série B avec des parallèles aussi assez généreuses, des failles plus sympas et 2-3 punchlines qui fleurent bon les années 80 dans Undisputed De toute façon, 3. c'est les années 80. Ah, on y a fond, ouais. Tous ces films-là, c'est les années On y a 80 fond. Reloaded. Hein. Oui, voilà. Et voilà. Et puis si ça vous intéresse, guettez les étals de DTV parce qu'il fait pas mal de trucs. On l'a vu dans Ip Man 4 aussi d'ailleurs. Tiens, Scott Adkins. J'ai oublié, qui est sorti en salle. Voilà. On a pu le voir en salle. Si vous avez vu Ip Man 4, il jouait le méchant raciste. Ouais. Le Gwailo raciste. Voilà. Bon, merci Mathieu. Merci Stéphane de m'avoir invité. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Alors bon, vous pouvez nous suivre sur les trucs habituels. Le truc que j'adore faire à chaque fois, mais Alain me regarde avec ses gros yeux si je le fais pas quoi. Donc alors, vous pouvez nous suivre sur les agrégateurs de podcasts comme tu dirais Mathieu. Voilà. Spotify, comme ça que moi, Google Podcast, voilà, Apple Podcast. Nous sommes aussi sur SoundCloud, nous sommes sur YouTube où nous faisons des vidéos stéroïdes. C'est un peu moins fréquent que les podcasts, mais quand même. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre film. Et merci Alain, la technique bien sûr. Merci à la technique évidemment. Et Tipeee. Ah, oui.